Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve donc sur OS X. Donc comme je vous avais dit, je voulais vous faire voilà, j'ai fait pas mal de vidéos on va dire sur Windows. Je voulais vous faire découvrir un petit peu Mac comme je vous ai fait découvrir en fait aussi Ubuntu récemment. Donc là on se retrouve sur la toute dernière version donc Mac OS X Sierra, donc qui est sortie septembre octobre, c'est assez récent. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne, voir un petit peu les différences que vous avez par rapport à Windows, mais vous allez voir que les repères sont assez facilement, donc on peut prendre facilement ces repères dessus. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là tout simplement je suis sur la fenêtre à propos. Donc vous trouvez ici sur le menu pomme, vous avez à propos de ce Mac, où vous allez retrouver toutes vos informations, votre configuration matérielle, vos moniteurs avec les informations sur la carte graphique, les informations sur le stockage. Donc moi tout simplement j'en ai deux pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai un SSD plus le disque dur d'origine. Donc le disque dur d'origine que j'ai monté à la place du lecteur graveur. Comme je m'en servais pas, je m'en suis fait un graveur externe mais que je me sers très peu. Mais ça me permet d'avoir un petit peu plus de stockage et surtout de profiter d'un SSD. La mémoire installée. Donc moi qui n'est pas celle d'origine, que j'avais rajouté pour pouvoir être un peu plus à l'aise sur de gros montages, ou tout simplement aussi parce que je virtualise un Windows dessus. Ici vous avez tous les accès assistance, donc c'est là où vous allez retrouver les manuels utilisateurs, un petit peu tout ce qui touche à l'assistance de votre Mac. Et ici les services, ça c'est pour voir tous vos services que vous avez pris en cours, donc des Apple Care par exemple, qui sont des services de maintenance qui vont au-delà des 1 an de garantie. Et là, donc, on se retrouve sur le bureau du Mac. Donc, le bureau, voilà, vous n'allez pas retrouver, comme sur Windows, une barre démarrer ou autre. Souvent, c'est là où vous vous retrouvez un petit peu perdu. C'est parce que vous avez un peu de mal à retrouver, vous gardez un peu vos repères Windows. Ici, on fonctionne autrement. Vous allez retrouver une barre supérieure qui est en fait la barre paramètres qui va changer selon les applications qui sont ouvertes. Là, j'avais le Finder qui était ouvert. Le Finder, c'est tout simplement le navigateur, là où vous allez retrouver tous vos dossiers, et vous avez tous ces paramètres correspondants. Si j'ouvre par exemple mon navigateur internet, ça va changer et passer avec tous les paramètres de Safari. Donc en fait c'est le logiciel en cours qui s'affiche en haut. Ici vous retrouvez comme sur tous les portables un peu toutes vos infos, votre Wi-Fi, votre batterie. Ici, vous avez le AirPlay pour tous les appareils non compatibles AirPlay pour le partage d'images. Ici, vous avez votre calendrier, votre mode recherche, donc le recherche Spotlight. Alors Spotlight, c'est un mode recherche qui est strictement, voilà, qui est complet. Un petit peu ce que Cortana fait maintenant sur Windows. Il faut savoir que Spotlight va non seulement rechercher des applications, des documents, mais aussi sur Internet. Donc c'est vraiment, il va rechercher dans l'intégralité de votre Mac, plus sur le web. Donc c'est vraiment un mode complet. Et ensuite, depuis donc la dernière version, donc sur Sierra, il y a l'apparition voilà on va le couper. Donc j'ai perdu le nom. De Siri, voilà, excusez-moi. Donc l'apparition de Siri, qui donc pour tout ce qui est assistance vocale. On va dire que c'est. Alors je ne sais pas s'ils l'ont vraiment lié à Spotlight aussi pour les différentes recherches. Et ici, vous avez la zone de notification. Donc c'est là aussi qu'on voit que Windows 10 est un petit peu calqué. Parce qu'en final, qu'est-ce qu'on retrouve sur Windows 10? On retrouve maintenant cette barre de notification qui existe depuis des années sur OS X. On retrouve Siri, donc, qui est l'équivalent maintenant de Cortana sur Windows, et qu'ils ont un petit peu mêlé à Spotlight. Donc j'ai tendance à dire que on a pas mal dénigré en fait OS X depuis pas mal d'années, mais quand on prend un Windows 10, on commence à retrouver de plus en plus de bases. Pareil avec les applications, hein, le fait d'utiliser des applications maintenant sur son PC, c'est ce qu'on fait sur Mac en fait depuis des années et des années. Donc on dénigre pas mal OS X, mais finalement on a un Windows aujourd'hui qui commence à s'approcher très 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 fortement d'OS X. Donc voilà. Après ici on va retrouver le dock. Le dock ici, c'est tous vos accès rapides en fait à vos logiciels, tout simplement. Votre Finder, donc qui est votre navigateur de fichiers. Vous allez retrouver tous vos fichiers, votre accès à l'iCloud, à AirDrop, donc pour le partage entre
les différents appareils de chez Apple aux applications. Donc toutes vos applications se retrouvent ici. On a un raccourci dans le dock ici aussi avec toutes les applications. Donc vous pouvez mettre après directement en accès rapide ici. Moi j'ai toutes mes applications les plus couramment utilisées qui sont ici. Vos documents, ici mes documents sont multipliés par 2 parce que comme je vous ai dit, comme j'ai un disque dur externe, je me suis fait des dossiers en accès rapide ici. Moi je me suis rajouté aussi, question de facilité et pour retrouver un peu mes repères Windows, un dossier utilisateur où j'accède en fait à tous mes dossiers, bureau, documents, images, musique, voilà, public, téléchargement. C'est voilà, le petit repère que je me suis mis, on va dire, pour travailler un peu comme sous Windows. Ici donc on retrouve aussi un accès rapide à Siri, le Launchpad en fait qui englobe tous les accès vers tous les logiciels ainsi que il me semble les applications Google. Parce que je vois par exemple Floor Planner, il me semble que c'est pas une application mais une application Google Chrome. Je vais quand même vérifier ça, oui c'est bien ça. Donc il englobe aussi les applications Chrome. Donc tous vos logiciels. Ici vous avez les paramètres. Donc les paramètres c'est assez simplifié comme vous voyez. On retrouve un petit peu la manière d'Ubuntu, un petit peu dans l'organisation des paramètres. Et on retrouve encore une fois les nouveaux paramètres Windows 10 qui ont été faits aussi à la manière de cela, donc assez simplifié. Dans les paramètres, je vais faire juste un petit focus sur 2 paramètres. Dans sécurité et confidentialité, vous avez un paramètre qui peut être assez important à connaître. Qui est autoriser les applications téléchargées par défaut, il est sur App Store, donc il va accepter que les applications issues de l'App Store. Par contre, si vous téléchargez des applications sur Internet, il ne va pas vouloir vous les ouvrir, il faut venir le débloquer ici, un petit peu comme sur Android. Pour ça, tout simplement, vous avez un petit cadenas, vous mettez authentification, vous mettez votre mot de passe administrateur, vous déverrouillez et vous aurez accès à tous les paramètres. Et ensuite, donc après, vous avez comme d'habitude les paramètres son, vous les retrouvez un petit peu à la manière de Windows, c'est à peu près pareil. Vous avez tout ce qui est ici les partages, vos paramètres réseau, vos paramètres de compte, parce que vous pouvez synchroniser tout type de compte en fait, voilà, iCloud, Exchange, Google, Twitter, Facebook, LinkedIn, voilà, Yahoo, AOL, même si c'est plus vraiment d'actualité. Vimeo, Flickr, et vous avez plein d'autres types de comptes que vous pouvez synchroniser et après vous aurez tout dans vos notifications, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je crois que ça s'intègre en plus, vous avez un genre de Messenger qui s'intègre aussi, donc ça c'est sympathique aussi au niveau de Facebook, comme ça vous l'avez hors navigateur. Ensuite, voilà, le paramètre aussi que je voulais vous montrer, c'est Time Machine. Donc Time Machine, là je ne vais pas pouvoir avoir accès parce que j'ai pas branché mon disque dur externe. Time Machine en fait c'est le système de sauvegarde d'OS X et très sincèrement je le trouve vraiment excellent. Donc il faut savoir que c'est un petit peu comme Acronis, il va créer une image complète de votre Mac, vraiment complète. Donc c'est vraiment une image disque. Ça va se faire vraiment en toute transparence, vous configurez, vous lancez Time Machine, il se débrouille. Vous pouvez quand même exclure certains dossiers. Si vous avez des dossiers volumineux ou des dossiers que vous ne voulez pas sauvegarder, qui vont alourdir votre sauvegarde, vous pouvez tout simplement les exclure. Vous allez soit le faire en manuel, c'est-à-dire que moi c'est ce que je fais, comme je le fais sur un disque dur externe, vous pouvez le faire sur un NAS aussi. Je le fais quand je branche mon disque dur, je lance ma sauvegarde. Et en fait voilà, après vous allez avoir accès, quand vous avez accès à votre sauvegarde, donc à votre disque dur externe ou autre, vous allez pouvoir restaurer soit votre système au complet, soit du fichier par fichier avec une notion de version, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une sauvegarde, à cette date-là, un petit peu comme les restaurations Windows, il va garder ce point de sauvegarde, et ce qui fait qu'après vous allez pouvoir naviguer. Si vous faites une sauvegarde tous les jours par exemple, vous allez pouvoir voir, vous avez un document texte que vous êtes en train de modifier, vous l'avez enregistré et mince, vous voulez revenir sur une ancienne version, vous allez pouvoir aller chercher la version de la veille, l'avant-veille, si vous sauvegardez tous les jours, jusqu'au maximum que vous lui avez dit. Normalement, je crois qu'on a un maximum que vous pouvez configurer de 30 ou 60 jours de versionning. Vous pourrez remonter comme ça. Je ne crois pas qu'on peut le débloquer pour remonter jusqu'à l'origine de la première sauvegarde.
Mais bon, même si on peut, ça va vous faire des sauvegardes extrêmement lourdes. Donc gardez pas non plus 2 ou 3 mois de versionning, surtout si vous sauvegardez toutes les 24 heures. Après, vous avez donc, vous le voyez ici un petit peu, il a quand même des conservations, on va dire préparamétrées, vous les avez ici, les instantanés. Donc les sauvegardes sur les dernières 24 heures, vous pouvez remonter sur les quotidiennes du mois d'avant, vous pouvez faire remonter sur de l'hebdomadaire. Donc vous allez pouvoir aussi compacter dans ce schéma-là, si vous ne voulez pas non plus faire du versionning de jour en jour. Vous pouvez passer voilà, sur les dernières 24 heures, sur les quotidiennes du mois d'avant, et après ça passe de semaine en semaine, mais ça vous permet de garder différentes versions. Donc c'est un système de sauvegarde qui se gère plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais faire le point parce que c'est dommage si vous avez OS X de ne pas l'utiliser, parce que c'est un très très bon système de sauvegarde. Comme je vous dis, on retrouve un petit peu le système d'Acronis, mais même encore mieux fait. J'ai jamais vraiment trouvé de système équivalent sous Windows qui sont aussi poussés et surtout aussi simples à configurer. Vous allez voir, vous choisissez votre disque dur de destination, vous lancez la sauvegarde et voilà, c'est fait. En 2 clics, c'est réglé. Après, quand vous avez votre disque dur qui est lancé, vous pouvez gérer directement. Vous avez une icône qui se rajoute pour le gérer directement, lancer une sauvegarde ou tout simplement accéder à Time Machine. Et pour la restauration de fichiers, c'est pareil, c'est d'une simplicité vraiment, c'est vraiment assez poussé de ce côté-là. Là aussi, c'est ce que je voulais vous dire, c'est un système quand même qui est basé sur, on va dire, quelque chose d'assez simple. OS X, souvent, vous avez du mal, tout simplement parce que vous allez essayer de rechercher vos repères par rapport à Windows. Et c'est pour ça que vous avez du mal sur OS X. Réellement, il faut, j'ai envie de dire, pas redémarrer de zéro, mais pas essayer de comparer avec Windows. Mais tout simplement, voilà, c'est de vous habituer à l'environnement OS X, mais vous allez voir, tout est en accès direct, tout est simplifié, même la gestion des dossiers compressés, vous faites un double clic dessus, c'est décompressé, la gestion des images disques, ISO, tout ça, ça se gère de suite, il sait ouvrir directement comme un dossier, une image ISO ou autre, tout est vraiment simplifié. Donc pareil dans la navigation, des photos, des musiques, tout ça. Dans les musiques, c'est pareil, vous avez des previews, ça c'est plutôt pas mal. En fait, quand vous avez des vidéos ou des musiques, vous avez. Alors, est-ce que j'aurai un exemple ici? Voyons ce que j'avais mis dans musique. Mais là, je vais avoir que mes sauvegardes, je pense, d'iTunes. Ouais, je vais avoir que mes sauvegardes. Ouais. Mais vous avez des accès directs, je vais peut-être en avoir dans le document. Je vais en avoir dans le document musique. Vous avez voilà, des accès directs, vous avez juste à cliquer en fait tout simplement pour écouter la musique sans avoir à ouvrir iTunes. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Quand vous voulez faire des écoutes rapides, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le logiciel s'ouvre ou autre. Vous faites un play et ça part de suite. C'est pareil pour les vidéos. Donc elle reste en miniature comme ça et elle se lise. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, après moi je trouve qu'il y a pas mal de choses comme ça qui sont un peu plus intuitives à l'utilisation. Vous avez pas mal de choses intégrées, des agents mail, tout ça qui fonctionnent plutôt bien. Le fait de pouvoir synchroniser tous ces comptes. Et surtout, voilà, comme je disais, la grosse différence avec Windows, c'est que quand vous l'installez OS X, vous avez déjà quasiment tout pour utiliser votre Mac sans avoir forcément de logiciel à rajouter. C'est de suite utilisable. C'est pas comme Windows, vous devez vous jeter de suite à aller chercher de quoi. C'est un peu moins vrai maintenant dans les dernières versions, mais avant il fallait aller chercher au moins un minimum de logiciels de base. Donc voilà. Après au niveau, je voulais faire un petit point, comme j'ai parlé récemment des antivirus. Donc sous Mac, moi j'en ai pas. Il faut savoir qu'il y a quand même un pare-feu qui est intégré, mais après j'ai pas d'antivirus. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore assez répandu. Il n'y a pas énormément de virus sous OS X. J'ai envie de dire, vous pouvez naviguer assez tranquillement sans antivirus. J'ai pas trouvé l'utilité d'en mettre un. Ça viendra peut-être avec le temps, étant donné que ça se répand quand même de plus en plus. Il faut savoir qu'avant, les Mac étaient assez marginalisés. Maintenant, j'en vois vraiment souvent. Il faut savoir que c'est de très très bonnes machines quand vous faites pas mal de montage vidéo aussi. Vous avez, donc, comme je vous avais parlé aussi dans les logiciels de montage, voilà, que j'ai
peut-être pas encore posté à l'heure où je tourne cette vidéo, mais j'ai Final Cut Pro qui est vraiment excellent. C'est vrai que moi j'ai tendance à vraiment le préférer par rapport à Adobe Premiere. Il permet de faire d'excellents montages et assez simplement. Donc moi c'est vrai que je préfère un petit peu l'optimisation d'OS X. Il faut savoir que sur les jeux c'est pareil, hein, vous avez de plus en plus de jeux maintenant sous OS X et il faut savoir qu'ils sont extrêmement bien optimisés, je trouve. Je sais que j'avais eu par exemple, pour prendre un exemple, Driver Parallel Line que j'avais sur un autre PC, donc sur un PC Windows. Je sais que j'avais sur un portable, j'avais du mal à pousser le graphisme avec les cartes Intel de base. Là ici c'est pareil, on a aussi une carte Intel de base. Donc je vais vous dire le modèle exact. C'est une HD graphique 4000, donc qui est vraiment la carte graphique de base. Pourtant, Driver Parallel Line sous OS X fonctionne parfaitement et avec tous les graphismes à fond. Et j'ai aucun souci pour le passer. Donc je trouve qu'il y a vraiment une meilleure optimisation. J'ai tendance à passer des jeux que j'aurais jamais passé sur une HD 4000. Je sais que j'ai l'équivalent sur un autre PC en i5 avec une carte graphique qui est équivalente et je passe même pas la moitié des jeux que je passe sur OS X. Donc je trouve qu'il y a eu aussi une meilleure optimisation. L'OS est franchement fluide, ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a très rarement des plantages. Je veux pas dire que ça plante jamais. Le mythe du Mac qui ne plante pas, ça ne reste qu'un mythe. J'en ai souvent eu, hein. Vous avez aussi dans le menu forcer à quitter qui vous permettra aussi de forcer quand une application ne veut pas se fermer. Donc comme quoi ça arrive aussi sous Mac. Ici vous retrouvez, j'en avais pas parlé, mais sur le menu pomme vous avez donc tous les menus de base, c'est-à-dire le à propos, donc comme je vous ai montré, les préférences système, les notifications de l'App Store. Tous les éléments récents, donc tous les éléments que vous avez ouverts, logiciels ou autres. Et après, tout ce qui touche pour éteindre, redémarrer ou autre. Ensuite, si on veut pousser un petit peu plus, vous avez les utilitaires. Vous allez retrouver, c'est pareil, tout ce qui est utilitaire de disque ou autre. Voilà, si je veux bien me le charger. Par exemple, l'assistant Bootcamp. Bootcamp vous permet en fait tout simplement d'installer un autre système. Vous pouvez installer Windows sur votre Mac, il n'y a aucun problème. Vous passez par Bootcamp, ça fonctionne très très bien. Vous avez les assistants de migration pour préparer votre Mac à passer sur un autre. Vous avez différents utilitaires de base qui sont plutôt pas mal. Le gestionnaire de disque qui est assez bien foutu, l'utilitaire de disque, qui va vous permettre de gérer vos partitions et gérer vos disques. Donc voilà, c'est ici moi que je suis passé tout simplement pour gérer mon disque, mon deuxième disque. Vous avez donc les accès pour effacer, restaurer, démonter, partitionner ou autre. Vous avez aussi une gestion, ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui font de la musique ou autre, un accès direct en MIDI. Donc vous avez ça, c'est plutôt pas mal. C'est qui gère directement tout ce qui est périphérique MIDI. Et ça, vous n'avez pas besoin de pilote. Donc par exemple, si moi j'avais un contrôleur Pioneer dessus, un Pioneer DDG SX2, je sais que par rapport à Windows, j'ai pas eu à mettre de pilote, c'est directement géré en direct. Donc pas besoin de batailler avec Asio ou autre. Ici c'est intégré. Donc ça aussi c'est un petit plus. Parce qu'Asio, franchement, sous Windows, ça, de temps en temps, c'est pas forcément le top du top. Donc vous avez un petit peu un moniteur d'activité aussi, comme vous pouvez retrouver sur Windows, hein. Ça change pas non plus. Donc voilà, vous allez retrouver un petit peu différentes choses en point commun, et surtout, comme je vous dis, des petits accès sympathiques en plus qui ont été faits. C'est pareil au niveau matériel, il y a plusieurs choses moi qui me plaisent moi j'utilise un MacBook Pro qui est l'ancienne génération. C'est pas un Retina, c'est justement les derniers. J'avais profité des promotions qu'ils avaient fait quand le Retina est sorti. Et vous avez vraiment des choses sympathiques comme le touchpad. Franchement, le touchpad des MacBook Pro en général sont excellents. Sur les tout derniers modèles, ils ont encore plus agrandi, c'est vraiment pas mal. Vous avez un clavier rétroéclairé d'origine, vous avez quand même une bonne autonomie.
La batterie, moi sincèrement, je fais en grosse utilisation, montage vidéo, connecté au Wi-Fi, tout ça sans faire de l'économie d'énergie. Je tourne à peu près sur du 3 heures, un petit peu plus de 3 heures même. Donc une très très bonne batterie. Donc voilà, vous avez quand même deux éléments de base qui sont plutôt pas mal. La carte son tient vraiment la route. Vous avez une très très bonne carte son d'origine. Le micro intégré est pas mal, la webcam intégrée est pas mal. Bon, vous allez me dire pour le prix, c'est un minimum à avoir. Mais bon, les prestations sont là, même si, bon, on reste quand même sur quelque chose d'assez cher. Par contre, c'est vrai que je partage plus trop la même chose sur les derniers MacBook qui commencent à devenir vraiment très très chers. Moi, je sais que celui-là, je l'ai touché pour moins de 1000 euros. Sur les dernières promotions que vous avez fait, on le touchait à peu près à 900, je crois 979, quelque chose comme ça. Là, ça restait plutôt correct pour ce type de machine en i5. Mais c'est vrai que les nouveaux MacBook Pro, je commence à trouver ça extrêmement cher. Après, c'est vrai que voilà, c'est de bonnes machines. Moi, c'est une machine que j'aime bien utiliser même pour de la navigation internet. C'est fluide, le trackpad, enfin le touchpad est vraiment d'excellente qualité. Et donc voilà. Après, franchement, c'est un OS où on s'habitue assez rapidement. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'était vraiment une petite présentation. Si vous le souhaitez, je pourrais vous faire d'autres vidéos sous OS X. Il y en a qui sont intéressés, même si voilà, ça changerait un petit peu, comme j'ai fait pas mal de vidéos Windows. Si vous voulez un petit peu plus de présentation ou autre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!